Bonjour à tous. Depuis le début de cette saison 2019-2020, Beansport vous fait découvrir le retour en Ligue 1 du Stade brestois. Les 7 premiers épisodes du documentaire à l'abordage, on va les visionner dans quelques instants dans le cadre de cette émission spéciale que nous vivons avec 2 invités spéciaux. D'abord Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade brestois. Bonsoir Grégory. Bonsoir Florent. Et de l'autre, un expert du football sur Beansport et en Ligue 1, bien évidemment, Patrice Ferry. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Merci à vous deux d'être avec nous à l'occasion de cette émission spéciale de la première partie de saison du Stade brestois. Grégory, la première question elle est assez simple. Pourquoi avoir accepté que les caméras de Beansport suivent justement tout au long de cette saison, la saison de la remontée, le Stade brestois ? Tout simplement parce que quand on a la chance d'être sollicité par un média comme beIN, de pouvoir mettre en avant le club, je trouvais que c'était quelque chose de très important pour l'image aussi, de pouvoir montrer ce qu'était Brest à travers justement ces émissions et aussi montrer que nous sommes un club plutôt familial et qu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir chez nous. Cet épisode, effectivement, on voit les acteurs externes et internes de ce club du Stade brestois avec aussi des lieux importants du Stade brestois, notamment le penalty bar. On y reviendra dans le documentaire. Patrice, quel est votre regard sur le parcours dans cette première partie de saison de ce promu, le Stade brestois, avec un changement d'entraîneur, l'arrivée d'Olivier Dalloglio, le départ de Jean-Marc Furlan à l'issue de la montée en mai dernier? C'était pas forcément évident sur le papier cette transition et Brest l'a réussi. Oui, même s'il ne faut pas oublier que Brest est une équipe référence de Ligue 1 parce que les années brestoises fastueuses des Ginola, des Paul Le Guen, des Patrick Colter et ainsi de suite qui ont nourri le PSG. Donc Grégory, tu la connais très bien cette histoire. Donc effectivement, on était un petit peu surpris de savoir comment allait se faire le passage entre Ligue 2 et Ligue 1. Et là où je trouve qu'il y a eu un très bon choix, au-delà, sans critiquer évidemment ou juger le travail de Furlan avant, c'est d'avoir pris un coach qui connaît ce genre de club, qui connaît ce genre de situation. Comment faire évoluer ou basculer un club de Ligue 2 en Ligue 1. Et le choix de Dalloglio, par rapport à ça, était, je pense, quelque chose de primordial dans le futur et dans l'entrée, le retour de cette équipe de Brest en Ligue 1. C'est vrai que c'est assez paradoxal quand vous êtes un promu, c'est rare de pouvoir changer d'entraîneur. Alors comme je dis, ça n'a pas été évident pour nous, mais je pense que, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Olivier correspondait vivement à ce qu'on pouvait rechercher. Un entraîneur qui avait déjà connu un club un petit peu similaire qu'en Brest pour être monté de Ligue 2 vers la Ligue 1, avoir fait aussi des résultats satisfaisants avec son club. Donc pour nous, c'était une évidence d'être dans cette continuité et aussi avec un entraîneur qui avait cette sensibilité, cette philosophie de jeu qu'on voulait aussi continuer à Brest. Oui, philosophie de jeu, mais surtout philosophie du feeling avec ses joueurs. C'est parce qu'il ne les connaissait pas. Autant avec Dijon, il a fait de très bonnes choses, mais il avait quasiment construit le groupe. Là, il ne l'a pas tout à fait construit, puisqu'il est arrivé avec un groupe existant. Donc il fallait aussi avoir ce feeling avec les joueurs, ce qui est en train de se passer. Olivier Dalloglio, messieurs, qui est arrivé le 1er juillet 2019. Si je vous dis 1er juillet 2019, vous me dites reprise officielle du Stade brestois. Je vous ai devancé. C'était aussi la présentation officielle de Olivier Dalloglio avec cette équipe du Stade brestois. Et c'était aussi la première séquence, le premier tournage de ce feuilleton à l'abordage que vous suivez depuis le début de saison. Des images d'Alexandre Carré, Sacha Zielinski, Florian Demez et Aymeric Danis, montage Mathieu Crène, mixage Moïse Sauvage. Et nous, messieurs, et vous, on se retrouve juste après pour parler de cette première partie de saison. J'ai pas vu de garçon qui trichait, j'ai pas vu de garçon qui tirait la gueule. Il y a eu des moments qui ont été difficiles parce que les joueurs, c'est difficile physiquement. C'est ça une bonne préparation. Les impressions, moi j'étais surtout venu à Brest, je connais l'hôtel et le stade, parce que en tant qu'adversaire. Ça c'est des cadeaux pour faire des essais de bière. Tu as 6 bières différentes bretonnes. Donc on va y aller avec modération comme on dit. C'est bien les
vacances, mais ça manquait le foot. Je suis plus dans un rôle d'observateur. J'ai besoin de voir le comportement des joueurs, comment ils se déplacent, comment ils réagissent aussi, comment ils travaillent. Un peu plus, là, j'ai mis. Là, les 15 premiers jours, on va dire que c'est nous, les préparateurs physiques, qui intervenons un peu plus. On ne peut pas se permettre de calculer comme des clubs comme Lyon, comme Paris, avec la Ligue des Champions et tout ça. Nous, l'objectif, c'est d'être prêts tout de suite pour essayer de prendre des points le plus tôt possible. Deux de la même couleur. Alors, comment tu peux avoir le point commun alors qu'ils t'en servent même pas? Ça sert pas grand-chose. Il y a de très bonnes choses dans le jeu, il y a de très bonnes intentions. Après, il faut qu'on arrive à s'organiser un peu plus. Surtout sur les récup de balles. Elle a du quoi? On va la semaine. Elle a du quoi? Enfin, je me dis, ouais, mais je peux pas te faire. Ah, mon téléphone, putain! Tu m'as cassé l'IEP. Et voilà! Retraite tout nu encore! On aurait dû mettre la chaîne histoire, tu vois. C'est bien, on prend du plaisir aussi parce qu'on est ensemble. Il y a tout le monde. On sur la cohésion, c'est mieux. Ouais, on apprend à se connaître aussi, donc c'est bien aussi. Bonne nuit. Allez, bref! Alors qu'ils arrosent un peu. Ah, ça doit plonger, Kevin. Kevin. Ça. C'est un match qui me permet déjà, moi, de juger un peu les joueurs dans un contexte déjà de compétition. Les gars, essayez de voir, plus vous serez rapprochés, plus ça va être compliqué. Mais vous pouvez aussi rentrer dans la surface en étant quand même un petit peu écarté. Essayez de voir. Je pense que si tu touches, voilà, lui, il est là. Moi, je suis là. D'accord? Parce qu'après, on joue avec Dono, tu deviens joueur. Tu deviens joueur. Si tu es vraiment pressé, que tu es vraiment dans la merde et tout ça, tu vas avoir ces espaces. Dans ce quart d'heure. Le résultat, c'est bien, mais c'est pas la finalité. Je pense que la finalité des résultats, ce sera quand on sera en compétition. Il n'y a rien d'acquis d'une semaine sur l'autre. Mathias Sautrette, le capitaine, c'est tout un symbole qui inscrit le premier but du retour du Stade Brestois en Ligue 1. Mathias, c'est vrai qu'il est fier d'être brestois, ça on peut pas le nier. Nous sommes les Tisefs, sauvages et fiers de l'être, nos chants résonneront comme le tonnerre de Brest. Nous voici sur le terrain de l'ESST à Saint-Égonnec, du terrain où tout a commencé.
À 5 ans, j'ai commencé mes premiers entraînements ici. Même les premiers, à l'époque ça s'appelait des plateaux. Donc les premiers plateaux c'était ici. Saint-Égonec pour moi ça représente l'endroit où je viens pour me reposer, pour me ressourcer un petit peu. J'ai grandi en Bretagne, j'aime la Bretagne. C'est vrai qu'avec Gauthier Larsonneur par exemple on s'appelle Tizef et Grand Zef, on est d'ici, on est fiers d'être d'ici. Ça va? C'est. Ouais, voici mon papa, on est dans sa boulangerie à Saint-Égonec. Bienvenue. Le matin, moi, une fois que j'étais arrivé, je descendais les escaliers ici et je courais partout ici. Et je faisais les galettes aussi. Et on les faisait ici, là, avec une machine. Et après, il fallait les emballer. C'était un peu plus minutieux et j'étais pas très doué. Fallait l'attendre pour manger, il fallait l'attendre pour tout, quoi. Parce qu'il passait son temps au stade et avec ses copains. C'était son truc. Je suis arrivé au stade brestois, c'était en 16 ans nationaux, donc j'avais 15 ans. J'ai signé pour le côté familial et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le club est resté tel quel. Le club n'avait pas la possibilité de me faire signer un contrat pro et ne me donnait pas les garanties suffisantes pour pouvoir jouer en professionnel à 19 ans. Il y a eu une cassure, donc moi j'ai préféré quitter le club. D'entendre le public brestois siffler, c'est vrai que ça a motivé le public lorientais à m'encourager. Ça me gênait pas qu'on m'appelle au traître, à la rigueur si ça leur fait plaisir. Mais pour ma famille, c'est plus difficile à entendre. Et mon père, ça l'a beaucoup touché. Et moi, de savoir que ça gêne mon père, moi, ça me gênait. C'est pas fini, ça fait 5-3. Mathias Sautrette entré il y a quelques instants à la place du capitaine Yatchouf. Le fait d'être parti comme ça de Brest, c'est resté vraiment dans un coin de sa tête où il y avait quelque chose d'inachevé pour lui. J'étais parti sur une montée sans jamais jouer en Ligue 1 avec ce club. De revenir à la maison dans le club que j'aime le plus, c'était le meilleur moyen de bien rebondir. T'es avec qui du coup? Avec Gaëtan Charbonnier. Mais il est fan de Uno. Et moi pas du tout. Je vais appeler ma femme et mes enfants vite fait. Et après je vais un peu sur l'iPad. Souvent je fais une petite sieste. 1 heure, grand max. Et à 15h je vais regarder le match de Ligue 2. Ça passe le temps surtout parce que les après-midi sont longs. Là on a rendez-vous à 16h30, il doit être même pas 13h. Là. Donc c'est un peu long. Bon. Un peu de foot, ça fait passer le temps. Ramenez la coupe à la maison, allez les deux, allez, apportez ces enfants, allez les deux, allez. C'est bon? Présentation des... Tu y a papa, tu dis allez Brest? Allez. J'ai la chance d'être au plus près du terrain et comme ça, voilà, on le voit bien. Jouer en Ligue 1 avec Brest, ouais, être ouais, un des leaders de cette équipe, ça me plaît et j'en suis fier. Allez papa! Mathias Sautrette aux premières intentions. C'est cadré. Elle est plus belle, hein? Le monsieur, il a fait tomber papa. Méchant. Mais là, bien. Mathias Sautrette qui va centrer avec la tête décroisée de Gaëtan Charbonnier.
match qui nous fait mal. Tu prends 3-0, c'est peut-être avec ce genre de match que tu arrives à avancer. Des Brestois qui ont été balayés par les Gardois ce soir. La trêve, elle nous sert pas mal parce qu'en fait, on a besoin peut-être de souffler. Bonjour, vous allez sur Brest? C'est important aussi à un moment donné de faire autre chose. Donc ce matin, petite activité un peu décalée par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. 8 équipes de 3 joueurs, vous avez une enveloppe qu'on va vous distribuer à chaque équipe. Dans l'enveloppe, vous avez un billet de 5 €, une carte, un appareil photo jetable, d'accord, avec un système de points. À vous de vous débrouiller pour aller vous prendre en photo devant ces points-là. C'est bon? Allez, c'est parti. L'idée, c'est d'intégrer les nouveaux joueurs et de leur faire découvrir la ville. Donc on a pensé au concept de Pékin Express. Allez, on fait un clip, on fait un clip. Non, ne bougez pas, un clip avec le Donc là on a récupéré une voiture pour aller sur le pont et essayer de gagner des points. C'était pas gagné mais bon, on a bien réussi au dernier moment. Le deuxième au cas où. Devant Océanique. Ah, Océanique Finance. Bonjour. On est en fait dans le cadre d'un jeu. On doit faire juste en fait une photo avec 4 casquettes de marin. Donc j'ai cassé les taux. Premier capitaine, Monsieur Duverne. Second capitaine. Parfait. Est-ce qu'on n'est pas beau là les gars? Ah là là. Jean-Charles, comment tu te sens en tant que... Je suis un marin. Faut les lever filets. Comment on fait ça? Quelqu'un s'est levé filet. Et donc? Le staff fait l'opération Top Chef. Voilà. On va faire 3 brigades. Il y en a une qui va faire les entrées, une les plats, une les desserts. Faut être généreux un peu sur cette table. C'est bon, il nous reste un chouille. Il faut être généreux sur l'huile. On est en Bretagne. On a panna cotta à la verveine et la fraise de Plougastel. Le dessert sera bon, le reste. Eh mais vous avez pas le droit de prendre notre voiture. Mais c'est pas ma voiture. Tu vois que t'es bon. T'es bon, regarde. T'es en train de nous acheter, bâtard. Allez go. J'ai réussi à piquer la voiture de ma copine. Bah, on a un petit avantage pour finir plus vite. Regarde, c'est les bras. Ok. Voilà, on est dans le bus impérial de Brest. Voilà. Vue sur la mairie, vue sur tout Brest. Venez faire un tour à Brest, il fait bon vivre. Un pavé vieux jaune. Petit pois à la sarriette, sauce vin blanc. Tu veux un coup de main, tu vois? Ah ça va, je me balade avec les oignons, fils. C'est toute ma vie les oignons. C'est franchement tout ça. C'est un grand moment de solitude, non? Les plaques là-dessus. Voilà, je prendrais pour voir. À l'objectif à 7 points à la boutique. Une photo avec le maillot du Stade Brestois 29. C'est parti. C'est un braquage. Tous debout. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'y attendais pas trop. Je sors de cours là. Ah ouais, je vois, d'accord. Vous avez été voir le dernier match à domicile l'année dernière. Vous avez envahi le terrain. Ouais, beau match, très beau match. Roger, Bourbi. Il y a Ben qui nous a fait un peu de main. Ouais, pour les petits. Ouais, on dit. Pourquoi chez Picard, ils ont des beaux produits.
Il nous manque quelques points. Pas beaucoup. On a fait les plus gros. Ouais, voilà. Donc on a été une bonne équipe. Ça on a fait. Là on a fait quelques-uns. Vous avez fait les 4 verres 3 verres. Comment ils ont fait? Je sais pas comment ils ont fait. Tu sais que si tu as un souvenir commun, il y a forcément de la cohésion. Et puis moi, si je passe un bon moment avec toi, dans les moments difficiles, je viendrai pour t'aider, tu viendras pour m'aider. Et ça, c'est important. Le pénalty, c'est une institution. C'est le rendez-vous de tous les supporters avant le match et après. Avoir un bar comme ça situé juste en face du stade et qui vit au rythme de ses joueurs et de son club, c'est quelque chose de fabuleux. Quand on passe à Brestois, automatiquement on prend du penalty bar. Ici c'est le péno, ici c'est le péno, ici c'est le péno, ici c'est le péno. Une simple rue sépare le stade Francis Leblé du bar Le Penalty. Comme un trait d'union entre le stade brestois et l'un de ses emblèmes. Une proximité rare dans le football français. Depuis 1956, le penalty est le lien entre 3 générations de supporters et de joueurs. Là, c'est un match Saint-Étienne-Brest. Je crois que c'est notre premier match en Ligue 1 contre Saint-Étienne. Et puis j'ai eu la chance de côtoyer Michel Platini, que je côtoyais un peu en sélection, mais pour moi c'est un honneur de le marquer quand j'avais 20 ans. C'est ce qui fait le charme du Stade Brestois. Je crois que c'est ça, c'est une famille et vraiment les supporters ont toujours plaisir à venir là prendre un verre. Et puis ça c'est important, la convivialité. Et avoir ce stade à côté de ce bar, pour moi, c'est très important. Les joueurs qui sont originaires d'ici, et eux, ils nous racontent qu'ils y allaient souvent avant de supporter l'équipe le soir de match, et ça représente vraiment l'esprit finistérien qu'on a ici. Derrière le comptoir depuis 7 ans, entouré de sa femme et de son fils, Philippe se charge de faire perdurer la tradition. Je suis venu au pénalty avec mon père, je devais avoir 7-8 ans. Ensuite, j'ai commencé à venir un petit peu donner un petit coup de main ici à des amis, et puis ça s'est fait comme ça, et un jour j'ai eu l'opportunité de reprendre le pénalty. Non mais d'ici une demi-heure, je pense que ça va être... ça va envoyer, ouais. J'ai commencé les soirs de match à 18 ans, dès que la loi le permet. Bonjour, ça va? Ouais. Voilà la machinerie. C'est vrai que d'autres matchs, elle est peut-être moitié moins remplie. Rennes, c'est le premier derby, non, c'est important, c'est important. Ça va être difficile, mais bon, j'espère qu'on va faire un bon résultat. 2,60 s'il vous plaît. Pendant le match, il y a pas mal qui vont au stade, moi y compris, donc je peux suivre le match. C'est juste que je dois partir un petit peu en avance pour commencer à préparer les bières pour contenter la soif de tout le monde. Merci beaucoup. Derby breton, il est quand même question de suprématie régionale entre Brest et Rennes. Prendre les 3 points contre Rennes, ce serait pas mal. Hein. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant. Ils ont les pieds carrés, les Rennais. Changé de frappeur du côté Rennais. Désormais, c'est Clément Grenier qui va s'en charger avec la tête de Damien Da Silva et derrière Jérémy Gélin, mais le drapeau s'est levé. Assister au match, si des fois la meilleure tribune est au pénalty. La meilleure tribune est au pénalty. C'est avec Amari Traoré, cette fois-ci bonne sortie
de Gauthier Larsonneur. Il va intervenir. Eh bien, figurez-vous que le but est validé. Non mais attends, c'est pas possible. Il fait signe d'arrêter le jeu et là il laisse le but derrière. Attends, c'est bon quoi. C'est n'importe quoi, il a sifflé avant. Ah, il va quand même aller voir. Finalement, Monsieur Turpin va aller voir les images. Alors, quelle décision va-t-il prendre, Clément Turpin? Il y a faute. Donc le but c'est bien refusé. C'est pas terminé avec le centre d'Amari Traoré, la tête de Kamavinga. Ça c'est un petit gars de Brest ça. Il venait au péno quand il était à Charles-Foucault, notre petit Larsonneur. On se quitte sur un 0-0 entre Brest et Rennes. Contre Rennes, c'est quand même pas rien. Hein. Nous on est organisé de monter en Ligue 1 et faire 0-0, c'est bien. On a bien bossé, très très bien. Vivement le prochain derby. Avec Karim Benzema en pivot, la frappe de Benzema. Oh, attention, le petit piqué d'Antoine Griezmann. Pour l'occasion d'Nabil Fekir, la frappe de Fekir. Et le voilà, ce but, Benjamin Pavard. Pour contrôler la passe parfaite avec maintenant Kevin Gamero. Le clapping, puis le scoring. Avec la récupération. Et Tolisso. Franck Ribéry, le crochet de Ribéry, la frappe et le but. Le deuxième but de Franck Ribéry. Terminé, crochet Mosquito. Dembélé là encore, remarquable. Les Français de l'étranger font le spectacle. Chaque week-end, seulement sur beIN Sport. 2, 3. 1, 2, 3. Le football européen vous est présenté par TheBet. Et moi TheBet.fr, vos paris ont la cote. Vivez les plus grands championnats de football sur beIN Sport à la vitesse de la fibre Free. Les supporters brestois, 2 buts partout, 2 fois les Lyonnais ont mené au score, mais ils sont heurtés à de très vaillants brestois. Et si je marque tous les codes de but, je suis prêt à payer toutes les pizzas pour tout le groupe, même le staff, les supporters, pour tout le monde. Je pense qu'on progresse chaque sortie. On va dire qu'on va en profiter et puis se remettre vite au boulot dès demain. Bonjour. Bonjour. Dembélé, je sais pas qu'il était aussi grand et costaud. Franchement, il m'a impressionné. C'est un faux lent comme toi. C'est ça. On dirait il va pas vite, mais en fait il va vite. Tu vois, c'est cet esprit-là. Il faut lancer comme un camion. On a joué mercredi, on rejoue samedi. Les garçons, il y a une certaine fatigue qui s'accumule. Donc notre difficulté à nous, c'est de les faire récupérer au mieux. Vous avez ceux qui ont joué hier, les 10, 11. On fait shooting et un taureau, on le laisse tranquille. Oui, on voit le différentiel entre nous, qui sommes en rouge, et l'adversaire en bleu. En haute intensité, on a été supérieur sur la journée précédente, sur cette journée, sur la journée encore d'avant et sur celle-là en question. Donc effectivement, sur ce match-là contre Lyon, on a couru plus qu'eux de manière globale, mais aussi on a couru plus qu'eux à haute intensité. J'analyse du hand, du foot et J'ai revu le but. En fait, elle passe entre les jambes de Denayer. Mais tu te balades, hein, c'est toi. Hein. T'inquiète, je t'ai mis en valeur. Je dis que t'as été intelligent et tout. Et le but, il est pour nous deux, le but. Le partage. C'est vrai, je dis ça. Intelligent, le petit. C'est bien, c'est bien.
Les 2 jours vont être destinés à essayer de récupérer le plus vite possible et au mieux pour pouvoir être performant sur le 3e match qui, on sait, sera le plus dur pour nous. Avec des préparateurs physiques en amont, faire une préparation plus individualisée. J'ai du travail à faire tous les jours, ou 2 fois par jour. Après, c'est une envie personnelle de bosser énormément en salle parce que c'est important aujourd'hui de tout optimiser, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il y a eu beaucoup de mouvements sur le match. Beaucoup de courses, beaucoup de mouvements, ça crée beaucoup d'espace. Tout le monde bouge, tout le monde bouge. Personne qui a arrêté, c'est ce qui est vraiment intéressant. Ça donne des solutions, le temps de choisir, voilà. On se retrouve entre deux, le décalage est fait. Dans l'intervalle au bon moment, on se donne le ballon. 5, 2, 3 joueurs, plus ici 4 pour attaquer. Le but il a été là. C'est de renforcer ce qui a été bien et puis de pouvoir se l'approprier pour que l'équipe s'approprie ses principes de jeu. Ok. De temps en temps, il faut être inspiré, il faut tenter, il faut oser. Et dès que vous osez, vous y êtes. Ok. Merci messieurs, on va sur le terrain. Moulé ou vissé alors? Toujours moulé, moi. Je te promets, toujours moulé, même quand il pleut. Ah, c'est tout le temps moulé. Il fait tout le temps beau ici. On est plus dans de l'entretien et de la récupération que de l'entraînement. Allez Brest, allez, bravo les gars. Tout ce qui est tactique a été fait auparavant, on n'attire pas le temps trop d'y travailler. La complexité, c'est de donner de l'attention à tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui jouent beaucoup, ceux qui jouent moins, et il faut que ceux qui jouent moins soient prêts quand on aura besoin d'eux. C'est du dos de capillo ou alors du steak haché avec mozzarella pesto. Voilà, bon appétit. D'habitude, le jeudi, on ne fait pas de repas en commun. On sait qu'ils vont bien manger et puis que ça va être assez rapide et que derrière, bon, ils oublient un petit peu le match et qu'ils pensent à leur récup, qu'ils pensent à leur vie de famille et tout ça, quoi. Moi, je veux que ta père, Pierre. Faut mieux faire. Faut mieux faire? Toujours mieux faire, mais je pense que tu as bien jugé les trajectoires, les duels, tu penses quoi? Mais tiens, quand même. Tu te mettrais combien sur 10 par exemple? 6. Pas mal, hein? Pas mal, hein? C'est une bonne note, c'est pas mal. Si, c'est une bonne note. Tu te notes haut. C'est juste au-dessus de 5. Tu te notes haut. Non. Et toi, tu me mets combien? Toi, je te mets un petit 4,5. Là, je rigole, mon frère, je te mets un 8. Vas-y, arrête d'abuser. Je te mets un bon 8. Frérot, je te mets un bon 8. Tiens, j'ai rien compris, toi aussi. Arrête. Nous, au moins, on aura mis tous les moyens qu'on a pour cette récup. Maintenant, voilà, on verra après le match de Monaco si les joueurs ont bien passé les 3 matchs ou pas.
quand j'ai découvert que j'étais diabétique, je me suis dit que le foot c'était fini. Le foot c'est ma vie, c'est ma passion. J'ai évolué à Sedan. J'ai découvert que j'avais le diabète. On a fait une prise de sang. Je suis allé voir un diabétologue. J'ai pensé direct au foot. Il m'a dit si je fais attention, il n'y aurait pas de souci. Ça en fait c'est pour voir la glycémie du diabète, voir à combien je suis. Donc je prends n'importe quel doigt. Je me pique. Et là ça va me dire à combien je suis. Donc voilà, 1,28. Donc ça va, c'est pas mal. En fonction de l'auto que je suis, je me fais la piqûre soit avant ou après le repas. Au début, ça a été difficile, mais maintenant, à comprendre, c'est un rituel et puis c'est rare que j'oublie. On va dire que c'est un mal pour un bien parce que maintenant, je mange mieux, je mange sainement. Et je sais que si je commence à faire n'importe quoi à droite à gauche, à manger un peu des conneries, niveau foot, ça va pas tenir et je vais avoir des blessures. Et je vais rencontrer des familles. Il faut leur expliquer un peu comment ça fonctionne, comment je fais pour être pro, parce que pour eux, être diabétique et être footballeur, ils n'arrivent pas à comprendre. Il faut aussi leur dire que la vie ne s'arrête pas là, qu'il ne faut pas toujours dire en gros je suis malade, voilà, pourquoi moi, pourquoi pas un autre. Il faut toujours penser positif. L'année dernière, je me suis mis ici. Et cette année, je suis resté ici avec mon pote Bruno. On est bien avec le mur dans le coin. On fait savoir tout le monde. C'est un gars, il est calme, attachant. Si j'ai besoin de lui, il est là, je pense que tout le monde. Et il est plutôt discret. Je suis un bosseur, j'aime pas tricher. Et j'aime pas rater l'entraînement pour une petite blessure ou autre. Il n'a pas osé frapper. Oh, superbe! Superbe! Quel coup de canon! Elle vient de loin cette frappe. Un but signé Johan Cour. Avec Johan Cour qui va placer ce plat du pied pour un but 5 étoiles. Peut-être que certains disent que je suis un joueur de Ligue 2. Jean-Marc Furlan, il m'a toujours dit que pour lui, j'étais un joueur de Ligue 1. Ça m'a toujours poussé à aller plus haut. Je pense que c'est un des coachs que je préfère le plus. C'est un battant et il est humble. Il sait d'où il vient. Eh oh, Maïla. J'essaie toujours qu'il soit bien au niveau de son diabète pour pas qu'il ait des difficultés après pour gérer ça. Elle est grande. C'est toujours le collectif pour lui avant lui. Eh Maïla. Cette année, je suis en Ligue 1. J'essaie de prouver que je suis en Ligue 1. Je suis content et aussi étonné parce que voilà, être à 5 passes D et 2 buts, c'est quand même pas mal. Je préfère mettre quelqu'un dans la lumière au lieu que ce soit moi. Pour moi, la passe, c'est pratiquement comme un but. J'ai pas gagné la Coupe du Monde, donc voilà, j'ai marqué, j'ai fait des passes, mais pour moi, le plus important, c'est de jouer en Ligue 1. Si je gagne pas les matchs, je me dis voilà, j'ai encore fait un match, j'ai encore joué. Par rapport à la maladie, pour moi c'est une victoire. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. On est frères, on est dans le même milieu et... on a toujours vécu ensemble. Ça a toujours été comme, on va dire, mon bras droit. Tout ce que je faisais, il était là. La famille, ça peut être un refuge, ça peut être des responsabilités, mais je pense qu'avant tout, c'est l'amour et le respect. Parce qu'à partir de là, on peut construire et tout peut se régler.
On a beaucoup bougé dans l'enfance, donc partout où je suis allé, le foot était là. Donc tout naturellement, on a plongé dedans. J'ai eu déjà mon grand frère qui avait commencé avant moi, donc c'est sûr que quand t'as un grand frère qui commence, tu le regardes. Il faisait pas que me regarder, hein. Il me rentrait déjà dedans à l'époque, dans le salon, partout. Dès qu'on avait un truc à peu près rond pour jouer, on jouait. Et depuis tout petit, lui, il m'a toujours suivi. Et... On va dire oui, ça a été un exemple des petits, et j'ai direct accroché avec ce sport, donc au final, après, j'ai pu lâcher. Il a dû marcher à 1 an, à 2 ans, 2 ans et demi, il tapait dans le ballon, quoi. Donc, bon, il n'était pas bon à cette période, mais il essayait. Il n'avait pas besoin de protecteur. Dès le début, on voyait qu'il était très bon, et surtout qu'il avait vraiment, mais vraiment pas peur, même de moi. On jouait dans le salon, je sais plus à quoi on faisait les idiots. Et on avait un banc en bois. Sauf que lui est tombé du banc, moi j'ai fait tomber le banc. Il s'est ouvert à l'arcade. Et je me rappelle que petit, j'avais été choqué, j'avais eu l'impression de tuer mon frère. Donc à chaque fois que je pense à lui, c'est cette image qui me revient. Je crois que je suis traumatisé. Bah, nous, on a partagé la même passion avec le foot, donc c'est peut-être la personne avec qui t'es le plus proche, quoi. T'as le plus de points communs, t'es le plus proche. On a eu une évolution assez similaire dans le sens où on a fait les mêmes clubs, on a eu beaucoup d'éducateurs en commun. Ensuite, on a intégré la préformation de Châteauroux, tous les deux, avec le même directeur, le même éducateur. On a intégré le centre de formation de l'AS Monaco, là où on s'est rejoints. Et je sais qu'il a toujours voulu laisser sa marque à lui, qu'on l'appelle Ibrahima, pas Diallo 2. Ibrahima, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ibrahima, la question que je voulais te poser, quel message tu envoies aux garçons du pôle, et notamment la promotion 2006 dont tu as accepté d'être le parent? Dans mon cursus, justement, au Palais Sport, ça a été quelqu'un de très important parce qu'il a été très strict concernant l'école. Et concernant le message que je peux laisser aux jeunes, c'est de vraiment tout faire pour profiter au maximum du Palais Sport parce que c'est vraiment les meilleures années, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors. Tu as une discipline que certains n'ont pas en arrivant en centre de formation, tu as déjà un rythme de vie. Donc non, profiter au maximum et pour ne pas avoir de regrets, ouais, tout simplement. Je suis très positif par rapport à sa carrière, parce que je pense qu'au niveau du caractère, il est dans le vrai. Je vais te donner un exemple. L'année où il est prêté à Brest, avant de faire ce choix-là, on en discutait. Et moi, je lui conseillais de rester à Monaco. Je conseillais, je lui disais, va faire 1 an, tu t'entraîneras avec des grands joueurs et après tu seras prêt pour partir en prêt. Lui, il a dit non. Il a dit moi je veux jouer. La CFA, c'est fini. Maintenant, je veux me frotter au monde pro. Je lui ai dit, c'est ta carrière. Moi, c'est juste un conseil. Donc il y est allé, 6 mois compliqués, et puis derrière, il a relevé la tête et il s'est battu. Et maintenant, il en récolte les fruits. À son âge, d'arriver à ce qu'il a fait déjà, je trouve ça quand même extraordinaire. Il joue quand même au PSG à 23 ans, donc c'est pas tout le monde. Donc non, très fier, et en espérant que ça continuera et qu'il pourra encore plus aller chercher le sommet, on va dire. Donc Abdou, une petite question pour toi. Comment tu t'adaptes à ta nouvelle vie parisienne? Très bien, très bien. Il va venir, je pense, pendant la trêve s'il n'a pas la sélection et que moi non plus. J'ai la famille à côté. La langue française me facilite beaucoup et puis Paris, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. Qui est le plus doué de vous deux? Ça, je pense qu'il dirait la même chose que moi, mais pour moi, je maintiens que c'est lui. Ibrahima est le plus doué. Le plus mauvais joueur? Je suis le plus mauvais joueur. Allez, je dirais moi. Le plus chambreur? Ibrahima est meilleur chambreur. Je sais pas s'il est plus chambreur, mais il est meilleur chambreur. Ça se voit.
Ça se voit. Le plus attentif à l'autre. Je pense que c'est moi le plus attentif à l'autre. Et il va mal le prendre. Je dirais Abdou, de par le fait que ce soit le grand frère. Évoluer un jour dans la même équipe. On s'est pas dit qu'on n'allait jamais le faire, donc si l'occasion se présente et que c'est la bonne, pourquoi pas. J'espère, avec plaisir. La première partie de saison revisitée donc à travers ces 7 épisodes d'À l'abordage, première partie de saison du Stade brestois. On va justement, messieurs, rentrer dans le vif de cette première partie de saison avec 2 matchs importants pour vous, Grégory. On va commencer par un match face à Rennes. C'était un derby, c'était au mois de septembre, 5e journée, score final 0-0. On va voir les images de Manu Cario préparées par Antoine Bourriat à l'édition. Pourquoi avoir choisi ce match? Il y a le VAR et c'est un moment particulier. Pourquoi déjà, comme vous l'avez dit, c'est un derby. Beaucoup de gens en parlaient avant de jouer cette rencontre, beaucoup d'excitation. On sentait vraiment une ferveur dans la ville où les joueurs étaient très concentrés à ce qu'on puisse justement essayer de remporter nos 3 points. Et pourquoi ce match-là? Parce qu'il y a eu une décision assez inexplicable au tout début. Pourquoi avec le VAR? Un but... D'abord validé, refusé, et puis ça a pris une dizaine de minutes avant que l'arbitre puisse justement finalement revenir sur sa décision. Et je crois que ça ne s'est jamais vu depuis l'histoire du VAR qu'un arbitre revienne sur cette décision. Finalement, but annulé, on reprend le jeu, on fait un 0-0 et on était très satisfait parce que je pense que s'il n'y avait pas justement ce petit quiproquo, on aurait peut-être perdu ce match. L'arbitre de ce match était Clément Turpin. Patrice, votre regard sur ce match, on en a beaucoup parlé par rapport à cet épisode du VAR, parce que certains disaient, alors si maintenant on arrête le match et qu'il faut réclamer le VAR, c'est à l'arbitre de décider. Et au final, effectivement, c'est l'arbitre qui a décidé, mais avec pas mal aussi de motivation du côté du Stade brestois. On est dans l'apprentissage de cet exercice. Il y avait un arbitre qui me disait quelque chose de très simple par rapport à ça. Il disait, le football, ça fait 100 ans qu'il existe, le VAR, ça fait 6 mois. Donc forcément inévitablement, on se retrouve avec des décalages, avec des situations un petit peu particulières, comme celle qu'a vécu le Stade brestois au moment de ce match. Donc oui, c'est un élément dont tous les clubs, il n'y a pas que Brest ou que Rennes qui en subissent les conséquences. Donc voilà, c'est un apprentissage, il faut l'accepter. Au final, on va le dire, vous avez pris 4 matchs de suspension, Greg, Lorenzi, dont 2 avec sursis. Ça m'a coûté 4 matchs, mais à l'arrivée, si on prend ce point qui nous permet de nous sauver à la fin de saison, on sera très content. À l'opposé, vous avez choisi un match où vous étiez un petit peu plus, on va dire, déçu de la prestation de votre équipe. C'était un déplacement du côté de Marseille. Marseille qui marche bien dans cette première partie de saison, avec une défaite à la clé 2-1. Pourquoi avoir choisi ce match? C'était lors de la 15e journée, le 29 novembre dernier. Une énorme déception dans le contenu du jeu. C'est la première fois que j'ai vu mon équipe un petit peu en dessous de tout. Malgré ça, Marseille qui arrive à ouvrir le score. Et même en étant très pauvre dans le jeu, on a quand même la chance de pouvoir égaliser à la 88e minute. Donc on se dit que c'est quand même un signe. Et malgré ça, notre inexpérience de Ligue 1 fait qu'on prend un but dès le coup d'envoi donné ensuite après cette égalisation, qui malheureusement nous fait perdre le match. Beaucoup de déception, beaucoup de rage. C'est vrai que quand on a ce genre de prestations, on a tendance à vouloir être assez virulent dans certains propos, mais les réactions à chaud sont jamais bonnes. Et j'attendais de voir une réaction de mon équipe après ça, et chose qu'elle a très bien faite et qui nous a permis après d'enchaîner sur une très belle victoire contre Strasbourg. Sarr qui marque en premier pour Marseille. Derrière, vous égalisez effectivement, vous le dites, à la 88e de jeu par Cardona. Et puis derrière, Adonis, quasiment sur le coup d'envoi, et donne la victoire à l'Olympique de Marseille. Olivier Dalloglio, Patrice, disait à l'issue de ce match que Brest manquait parfois de maturité, d'expérience, et faisait preuve de naïveté sur certains matchs. Est-ce que c'est votre avis aussi? C'est le prix à payer. C'est le prix à payer qu'il faut quand on change de catégorie, comme ça se passe pour ce promu. Mais d'un autre côté, ça peut permettre aussi le réveil et l'éveil, justement, par rapport à ce genre de situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les garçons qui ont subi ça, ils n'ont certainement pas envie de le répéter et ils l'ont emmagasiné. Donc ça veut dire qu'ils l'ont en eux et ça fait partie du jeu. En plus, sur un but qui, franchement, est tellement exceptionnel que si ça avait été une véritable erreur
j'allais dire, de l'équipe, mais ce fameux passage entre le moment de l'égalisation et le but qu'on encaisse, combien d'équipes vivent ça? C'est un vrai syndrome. Dans les 2 minutes qui suivent, on sait que c'est là que ce sont les moments les plus dangereux. Donc, ils ont appris. Il y a un acteur important dans cette première partie de saison, c'est votre gardien, hein, Gauthier Larsonneur. On ne va pas se cacher. Lui, il ne se cache pas sur le terrain. On parlait d'inexpérience parfois de votre équipe. C'est vrai qu'il y a quand même très peu de joueurs qui ont plus d'une centaine de matchs en Ligue 1 dans cet effectif du Stade brestois. Et là, Gauthier Larsonneur, on a sélectionné avec Antoine Bourria 3 arrêts brillants. 10e journée, déplacement à Angers. Seul succès à l'extérieur, arrêt 88e minute. Il maintient cette équipe du Stade brestois. Il y a le match aussi et cet arrêt, vous pouvez le décrypter face à Koulibaly, c'est énorme. C'est un gardien de hand quasiment. Vous savez, quand vous êtes en plein apprentissage, il y a des jeunes joueurs qui ont tendance parfois à prendre un petit peu plus de temps pour s'adapter au niveau. Gauthier nous a surpris lorsqu'il a débuté avec nous en Ligue 2. Et aujourd'hui, il confirme que c'est un gardien qui apprend très vite et qui est capable justement d'être au niveau. C'est quand même très positif parce que c'est un garçon qui a un aura aussi assez important auprès du groupe et il démontre à travers ses prestations et ses arrêts chaque week-end. Maintenant, sur le côté négatif, c'est un petit peu inquiétant. Ça veut dire qu'on le met un petit peu trop en avant et qu'on concède peut-être un petit peu trop d'occasions. Donc après, c'est à nous justement de moins le solliciter pour qu'on le mette moins en avant. Mais en tout cas, sur cette première partie de saison, c'est vrai que Gauthier, c'est un garçon qui fait des choses exceptionnelles et on est très content et j'espère que ça va continuer à ce qu'il puisse le confirmer. C'était la 17e journée avec le double arrêt qu'on a vu là, face à Lille à l'issue d'une défaite. Patrice, Gauthier Larsonneur, il a un profil atypique parce qu'aujourd'hui on demande à ce que les gardiens souvent dans la formation soient très grands. Lui c'est sans doute un des plus petits du championnat de France de Ligue 1 et il y va au courage, au mental, c'est souvent ce qu'il dit. Il arrive à s'imposer et il a sorti des gros matchs, il a préservé des scores pour le Stade brestois dans cette première partie. Ça fait partie des postes clés, hein. Grégory le sait bien, cette fameuse colonne vertébrale qui en général est vraiment là-dessus qu'on base un petit peu son équipe, notamment pour un promu, et le gardien en fait évidemment totalement partie. Après aujourd'hui, il a un physique, l'idée des grands gardiens, c'est plus du tout ce qui est totalement recherché. Anthony Lopez à Lyon, il fait pas 2 mètres, hein. Donc aujourd'hui, non. Aujourd'hui ce qui compte, c'est l'anticipation. C'est la réactivité, c'est-à-dire, on le voit, parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est pas son gabarit qui lui fait sortir ses ballons, c'est parce qu'il anticipe et qu'il réagit, et qu'il a un taux de réaction entre la décision et l'exécution qui est beaucoup plus court. Mais ça, on peut le faire justement si on a un gabarit autour du mètre 80. Si on fait 2 mètres, eh ben vous allongez ce temps de réaction. C'est ce qui se passe ici, regardez-le. Sur les petits pas, ici, il est au sol très vite, il est en l'air très vite. C'est le temps de réaction, et le temps de réaction, il est lié à la morphologie du gardien. Forcément, il compense justement le défaut de ne pas être très grand par son explosivité, par sa réactivité qui fait qu'il a toujours ce temps d'avance. Il lui permet d'être sur les ballons plus rapidement. Quand un gardien de 2 mètres a besoin de faire 1 pas ou 2 pas, lui, s'il peut en faire 3 pour être mieux placé pour déclencher son plongeon, c'est ce qui se passe ici sur cette action par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Hop, il enquille les 2-3 pas qu'un autre gardien de 2 mètres, on aurait besoin de 2, sauf que 2, on se met loin du ballon. Grégory, votre entraîneur dit aussi qu'il a la chance d'avoir 2 bons gardiens, avec notamment Donovan Léon, qui a fait des prestations aussi intéressantes, hein, notamment à Metz. On s'en souvient que ce soit en Coupe de la Ligue, notamment, ou en championnat. C'est vrai aussi que c'est important d'avoir 2 bons gardiens qui se tirent la bourre, même si le numéro 1, c'est Gauthier Larsonneur, quand il a été touché au niveau de l'œil. Et Donovan Léon est rentré en cours de jeu à Monaco, c'était en septembre dernier, mais il a assuré aussi le fait qu'il soit blessé, Gauthier Larsonneur. C'est sûr que gardien, c'est un poste qui est très délicat. C'est pour moi très important d'établir une hiérarchie dès le début de saison pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre les deux joueurs, mais aussi d'avoir un gardien performant qui, en cas de blessure, en cas de pépin, être prêt. C'est ce qui a fait que Donovan, lorsqu'on a pu faire appel à lui, a démontré qu'il était aussi capable de pouvoir assurer une continuité. Et en même temps, c'est ce qui permet à Gauthier aussi de dire il faut que je maintienne un certain niveau d'exigence, de performance, parce que si je me rate quelques matchs, peut-être que derrière, on est aussi capable de prendre ma place. Mais en tout cas, le club est très satisfait d'avoir 2 bons gardiens et de se dire qu'on aura le temps de voyager avec ça. Quand vous étiez joueurs, tous les deux, vous étiez plutôt à des postes défensifs. Là, on va parler d'attaquants, de buts d'attaquants. On a sélectionné, on va dire, les 3 plus beaux buts du Stade brestois dans cette première partie de saison. Vous allez les regarder évidemment avec nous, les décrypter. Alors le premier, c'est à l'occasion d'une défaite du côté de Monaco, Alexandre Mendy. Assez incroyable ce geste, sur une passe de Fossuré. Un but d'attaquant, sans réflexion, et une reprise de volée en pleine lucarne, donc exceptionnelle.
sans enlever quoi que ce soit évidemment à la qualité de ce geste, il faut dire qu'à Monaco en ce moment c'est pas très compliqué de leur mettre des buts non plus. C'était la 8e journée, défaite 4-1. 11e journée, un but d'un milieu de terrain défensif, Paul Lannes, incroyable face à Dijon, un match évidemment très important, on l'a vu. Et puis la 15e journée, l'Archusset 5-0 avec le chaud Christian Batocchio. Pareil, c'est une frappe de 25 mètres, sans se poser de questions, limpide, assez fluide, qui va en pleine lucarne et un para pour le gardien. Comme je dis, c'est vrai que ce sont des beaux buts, mais moi, dans ma recherche de beaux buts, je pense qu'il y a peut-être un ou deux autres qui sont tout aussi beaux, notamment en termes de construction. On a pu marquer des buts où on est parti de derrière, juste à l'arrivée en finition, qui ont permis justement de marquer d'aussi beaux buts qu'on a pu voir. Mais après, comme je dis, les gens, on aime bien tout ce qui est spectaculaire, mais j'aurais peut-être sélectionné un autre à la place de ces trois-là. Le show Batocchio, c'était lors de la 16e journée, non pas la 15e. Victoire importante face au Racing Club de Strasbourg, la plus large, 5-0 à domicile. On approche évidemment du mercato. Vous êtes directeur sportif du Stade Brestois. Comment vous voyez votre effectif ? Il y a des joueurs qui jouent peu, il y a aussi des joueurs qui forcément sont en manque de temps de jeu, d'autres qui en veulent un peu plus. Comment vous allez gérer ce mercato ? Est-ce que vous avez ciblé les secteurs sur lesquels vous allez recruter ? Est-ce que vous allez recruter ? Pour l'instant, on estime avec le staff qu'on a un effectif plutôt homogène, plutôt de qualité aussi par rapport à nos objectifs, qui sont réellement celui du maintien. Donc par rapport à cette première partie de saison, on est plutôt satisfait. Maintenant, comme vous dites, il y a 25 joueurs à gérer, c'est pas toujours évident. D'autres qui jouent moins, d'autres qui jouent un petit peu plus, des états d'âme. Ça fait partie aussi de mon rôle de pouvoir justement gérer ce genre de choses. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vraiment défini si certains joueurs devraient nous quitter, mais en tout cas, la porte sera ouverte. On écoutera attentivement s'il y a des désirs de certains joueurs pour pouvoir gagner un petit peu plus de temps de jeu. Et en fonction, peut-être qu'on se renforcera, mais en tout cas, ce n'est pas une priorité parce que je n'ai jamais été fan de ce mercato-là. Parce que pour moi, en termes d'étiqueté, je trouve que je vais donner un exemple, c'est-à-dire que l'année dernière, quand on voit qu'il y a des équipes qui n'étaient pas forcément bien classées, qui se sont permis de changer 7 joueurs en plein championnat et qui d'autres, malheureusement, avec des moyens très limités, n'ont pas pu, ça a un petit peu inversé le rôle. Et je trouve qu'en termes d'éthique, ce n'est pas non plus une très bonne chose. Donc en tout cas, pour ce qui est du Stade Brestois, on sera très calme sur ce marché-là. Patrice, sur le mercato d'hiver, est-ce que vous êtes un fan du mercato d'hiver ? Oui et non. Oui, quand il s'agit de faire de bonnes affaires, et je pense que même si Grégory dit qu'il n'y a pas cette urgence-là pour le Stade Brestois, oui, s'il y a de bonnes affaires, et effectivement, pourquoi pas. Maintenant, je pense que quand on crée une dynamique comme ça d'un promu, de changer de catégorie, moi, je trouve sur le fond qu'il vaut mieux faire avec des joueurs qui sont imprégnés de ce qui s'est passé la saison d'avant et de ceux qui sont arrivés en début de saison. Et avec ça, faire un amalgame de joueurs concernés. Parce qu'un joueur qui vient au mercato à Brest, il ne connaît pas le passif de la saison dernière, il ne connaît pas le présent, ou très peu, entre guillemets, le présent d'aujourd'hui, même s'il joue en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou quoi que ce soit. Et le temps de s'intégrer, ça prend facilement minimum 2 mois. Quand on est Brest, 2 mois, ça veut dire début mars. Début mars, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être enclenchées. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, pour ce type de club, mieux vaut miser, je partage l'avis et pour l'instant la vision de Grégory par rapport au Stade Brestois, de faire avec ce qu'on a en boutique, comme on dit un petit peu simplement. Merci messieurs d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation pour revivre ces 7 premiers épisodes qui ont composé cette première partie de saison. Grégory, à bientôt. Merci avec beaucoup plaisir. Patrice. On va se retrouver évidemment tout au long de cette deuxième partie de saison dans Dimanche Ligue 1 avec d'autres épisodes au sein du club du Stade Brestois avec plein de nouveaux personnages à découvrir et plein de nouveaux matchs à vivre. L'occasion pour moi de remercier des gens qui ont travaillé à l'occasion de cette émission spéciale. D'abord Alexandre Carré qui est à l'origine aussi de ce feuilleton. Merci aussi à Antoine Bourrier à l'édition, Manu Cario à la réalisation et à ses équipes. Remerciements à Julien Boutet à la production, Vincent Petit pour l'habillage, Florent Corr et Nicolas Rouet au Stade Brestois. À très bientôt sur Beansport.